suis très contente ce soir d'être parmi vous. Alors, je compte sur votre gentillesse et votre compréhension parce que pour moi, c'est ma première, c'est la première fois que je suis en visio et que je fais un exercice comme celui-là. Donc, évidemment, voilà, je ne suis pas à l'abri de ne pas être très claire ou d'aller trop vite. Ou, voilà. Donc, dans ce cas-là, ça ne me dérange pas du tout si vous intervenez, si vous me dites, voilà, là, on ne comprend pas, là, vous allez trop vite, etc. Il n'y a aucun problème. Je suis vraiment là pour... C'est quand même très particulier comme exercice de se voir là dans cette petite vignette heureusement que j'en vois d'autres quand même et de voir mon petit PowerPoint qui s'affiche. Je remercie la FMAS déjà de m'avoir invitée et je remercie particulièrement Elodie donc, de m'avoir permis d'être là ce soir. Et puis Noël, hein, je vois bien là depuis déjà un quart d'heure, c'est quand même pas si simple tous ces aspects techniques, de tout gérer tout ça. Donc merci beaucoup. Alors, on est là ce soir autour d'un sujet, si vous êtes là, c'est sûrement que ça vous intéresse, autour de la qualité relationnelle. Euh, pour essayer un petit peu, moi dans l'esprit, ce que j'aimerais vous transmettre ce soir, c'est en quoi moi ça m'a intéressé surtout, j'ai découvert qu'en fait ça s'apprenait, que c'était une compétence et que c'était au-delà d'une soft skills en fait, ce qu'on dit là, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, etc. Finalement, on se dit souvent quand on en entend parler, peut-être que vous, ce n'est pas votre cas, mais moi, c'était le mien, que c'était finalement des traits de caractère, qu'on était plus ou moins doué pour les relations, etc. Et en fait, eh ben, oui, peut-être, mais on peut aussi approfondir ça parce que c'est une véritable compétence. Alors déjà, pour commencer, quelques mots sur mon parcours par des études de droit. Donc, je suis juriste à la base et là, je me suis dit, non, mais ça ne va pas être possible. C'était pas fait pour moi parce que j'étais tout le temps en train de me dire, mais qu'est-ce que les gens me racontent? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, voilà. Donc, je me suis orientée vers des études de communication et médias, où là, j'ai découvert le métier de chargé d'études, que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça a rebouclé un peu avec mon appétence adolescente pour tout ce qui était sociologie, anthropologie, compréhension de l'homme. Et donc là, depuis 15 ans, j'ai une grosse activité de conseil, c'est quand même beaucoup autour du conseil, mais avec une partie amont qui est clairement de comprendre les organisations dans lesquelles j'interviens, avec notamment l'aspect des problématiques humaines. Et donc, pourquoi je me suis orientée vers, justement, alors mon appellation, ma profession, moi, c'est médiateur. Je suis médiateur et je suis spécialiste de la qualité relationnelle. Pourquoi je me suis tournée vers ça? Ça paraît un peu éloigné comme ça, mais finalement, ça ne l'est pas, parce qu'en fait, dans toutes mes expériences de conseil, donc moi, j'ai fait du conseil en communication des ressources humaines, du conseil en organisation, du conseil en responsabilité sociale des entreprises. Et au final, donc, c'est des sujets qui sont quand même très humains. Et souvent, j'étais confrontée, quel que soit le sujet, hein, que ce soit la gouvernance, le management, RH, la communication, c'était quand même beaucoup des sujets de la performance et ainsi de suite. Et en fait, j'ai découvert en creusant un peu et en me disant comment est-ce que je pourrais compléter mon cursus, parce qu'au final, je me trouvais un peu sèche parfois dans mes compétences et dans ma manière d'intervenir. Un jour, il y a une fille qui m'a dit, mais tu sais, tu devrais aller parler avec telle personne qui est médiateur. Et je lui dis, mais c'est quoi le lien entre un médiateur et ce que je suis en train de te dire? Parce que moi, dans ma tête, un médiateur, c'était quelqu'un qui faisait de la résolution de conflits et puis c'est tout, quoi. Et en fait, en effet, un médiateur, c'est quelqu'un qui résout les conflits, mais c'est aussi quelqu'un, du coup, qui connaît de quelle manière est-ce que les conflits s'engrangent et donc les mécanismes relationnels qui font qu'à un moment donné, on est en conflit et donc qui est voir qu'est-ce qu'une qualité de relation. Si on sait comment se dégrade une relation, à l'inverse, on sait comment se passe bien une relation. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je me suis formée pendant 1 an et demi à l'école de la médiation et de la négociation à Bordeaux, que vous connaissez peut-être, qui est donc le PMN. Et donc, je suis diplômée depuis l'année dernière. Et aujourd'hui, donc j'ai déménagé entre-temps, là je suis arrivée à Nantes, donc ce projet avec Elodie là d'intervenir ce soir, c'était encore quand j'étais sur Bordeaux il y a encore 3 mois. Donc là je suis arrivée à Nantes et donc là je me suis mise à mon compte très très récemment, là il y a quelques semaines, et donc j'ai ma première mission, hein, pour vous dire comme le métier de médiateur c'est quand même assez large. Là ma première mission c'est un audit organisationnel et relationnel dans un grand... Donc là, en gros, les 80 personnes du service, on pointe avec eux ce qui va bien et ce qui va moins bien sur les plans organisationnels et relationnels. Et ensuite, on fait des accompagnements à la fois sur donc, de la résolution de conflits s'il y a besoin, mais du développement de l'entente dans l'équipe, donc peut-être accompagnement managérial, et puis formation à la qualité relationnelle.
Voilà, donc comment j'ai fait ce soir pour préparer cette visio. J'ai échangé beaucoup avec Elodie et je la remercie hein, parce que Elodie, c'est avant tout une amie et elle me parle beaucoup de son travail donc des problématiques qui sont les siennes au quotidien. J'ai aussi fouillé sur Internet, je suis tombée sur pas mal de rapports sur en quoi, voilà, c'est quoi l'activité d'assistante aujourd'hui, quels sont les enjeux, etc. Et du coup, à partir des échanges que j'ai pu avoir avec Elodie et puis moi, ma propre expérience aussi, et de tout ce petit voyage sur Internet, j'ai essayé d'identifier les quelques outils, quelques concepts qui pourraient vous aider dans votre quotidien, hein, si tant est que vous ayez besoin d'être aidé. Hein. Voilà. Donc, on va voir en gros qu'est-ce que c'est que la qualité relationnelle. On va essayer de boucler un peu la boucle avec votre profession. C'est une petite tentative et vous me direz si vous vous reconnaissez dans les quelques informations que j'ai pu extraire de mes petites recherches. Et puis, je vous présenterai quelques outils qui pourraient éventuellement vous permettre, parce que c'est ce que je me suis dit en fait en creusant, on en reparlera tout à l'heure, mais je me suis dit, être assistante, quand même, c'est particulier comme posture. On est quand même au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une entreprise, d'un patron, etc. Est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un conflit ou il n'y a pas inconfort sur la possibilité de soi-même s'affirmer et quand on dit s'affirmer, souvent on pense, oui, mais lui, il s'affirme ou elle s'affirme, sous-entendu, il contraint ou il s'impose. Eh bien non, en fait, ce n'est pas du tout la même chose. On peut très bien être dans une relation très constructive où à la fois on est dans un objectif de service, on rend service comme vous le faites au quotidien, et en même temps de s'affirmer. C'est ce qu'on verra tout à l'heure et on échangera là-dessus si le sujet vous tente. Alors, c'est quoi la qualité relationnelle? Donc, la médiation aujourd'hui, c'est le métier tremplin, on va dire, qui est référent sur le marché des compétences pour être identifié comme quelqu'un qui va travailler sur la qualité relationnelle. Mais la médiation, peut-être que c'est votre cas, elle est surtout identifiée pour le moment dans les résolutions de conflits, notamment avant de passer au judiciaire, avec la nouvelle loi qui est passée il n'y a pas longtemps, ou pour des montants inférieurs à 5 000 euros, vous êtes obligé maintenant, avant de solliciter le juge, de faire une médiation. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté et ça va dans le bon sens. Pourquoi ça va dans le bon sens selon moi? Parce que moi, ce qui m'a plu beaucoup dans la médiation et dans la qualité relationnelle, c'est qu'en fait, on apprend à être libre et on apprend à s'entendre avec l'autre de la manière que l'on veut, sans qu'il y ait une intervention extérieure. Si vous passez par un juge, par exemple, vous divorcez ou que vous avez un problème sur tel ou tel dossier, c'est pas vous qui décidez. Vous vous mettez pas d'accord avec votre entre guillemets adversaire. Vous allez subir, vous allez devoir accepter la décision du juge. Tandis que si vous passez avec un médiateur, le médiateur, c'est quelqu'un qui est là, non pas pour vous dire ce que vous avez à faire sur le fond, mais pour vous aider à clarifier votre pensée, votre intention et votre projet, à la fois individuellement et ensemble, pour que justement, de ces échanges naisse votre projet d'entente. Bon voilà, moi personnellement, je trouve que c'est extrêmement motivant de pouvoir décider un peu de sa vie et des décisions que l'on prend. Donc c'est aussi beaucoup ça qui m'a séduite dans le métier. Donc il y a les évolutions légales qui arrivent avec beaucoup d'obligations de médiation et ça vient sur tous les tableaux et je ne vais pas vous préciser ça ici, mais c'est vraiment une tendance de fond. Et par exemple, dans les établissements de soins aussi, il y a maintenant l'obligation pour le personnel qui est en conflit dans les établissements de soins de faire appel, de mettre en place des dispositifs, ils appellent ça des dispositifs de conciliation interne, mais bon, le médiateur peut tout aussi bien jouer son rôle pour pouvoir justement répondre au référentiel de la haute autorité de santé, de mettre en place des dispositifs pour favoriser la relation, la qualité de la relation dans les services. Donc, qu'est-ce qu'un médiateur exactement? Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent et je crois que je l'ai un petit peu développé. Donc, le médiateur, il résout les conflits, mais pas que. Il peut aussi faire de l'accompagnement managérial, il peut aussi faire l'analyse d'une communication écrite, parce que je ne sais pas si vous, c'est votre cas, mais par exemple, moi j'ai un ami qui est médiateur, il a énormément travaillé dans un syndicat immobilier, parce qu'il y a pléthore de mails tous les jours qui arrivent sur les gestionnaires de parcs immobiliers, et c'est vraiment de la foire d'empoigne, tellement au niveau de la qualité relationnelle écrite, c'est très compliqué. Donc lui, il aide les équipes, par exemple, à écrire des mails qui soient complètement clean sur le plan de la qualité relationnelle. Donc, c'est quoi d'être clean sur le plan de la qualité relationnelle? C'est comment est-ce que vous pouvez donc justement vous affirmer par des techniques sans dégrader la relation.
Et bien ça, on va le voir tout à l'heure. Donc, ça peut être aussi l'animation d'un projet d'entente, l'animation d'une relation client, etc. Donc, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, la relation, elle est partout. Donc, une fois qu'on a des outils qui peuvent permettre de comprendre ce qu'est une relation et comprendre comment elle se passe bien et comment elle se passe mal, ben, finalement, on peut intervenir sur pratiquement tous les sujets. Alors, quelque chose qui revient souvent, c'est vous faites de la qualité rationnelle, donc d'accord, c'est pour que les gens soient mieux, mais finalement, c'est quoi la différence avec un psy? Souvent, j'ai la question. C'est quoi la différence avec la communication non violente? Parce qu'il y a tout un tas de... Vous avez peut-être eu des visios qui sont... Et c'est aussi des techniques qui sont très intéressantes, mais c'est juste que c'est différent et complémentaire. Nous, les médiateurs professionnels, on n'interprète pas. Ça, c'est la règle absolue. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup plu par rapport à toutes ces thérapies qui sont certes très intéressantes, mais qui, moi, quelque part, pouvaient à certains moments m'insécuriser parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de subjectif. Pour moi, l'interprétation, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose qui appartient à la personne. Donc peut-être que dans son interprétation, on le verra plus tard, elle peut être juste, on peut interpréter de manière juste, mais on peut interpréter en se trompant. Et c'est là que je trouve que c'est quand même parfois risqué. Donc nous, un des postulats de départ, c'est de dire on va se fier à la logique. Donc nous, notre matériau de travail, c'est ce que disent les gens, et on va essayer de tirer le fil logique de ce que disent les gens en face de nous, en essayant de ne jamais intervenir sur justement, par notre subjectivité, sur ce qu'on peut en comprendre. Et donc du coup, on a tout un tas de techniques pour ça, et dont certaines que je vais vous exposer tout à l'heure. Donc, ce n'est pas la communication non violente, ce n'est pas de l'analyse transactionnelle, ce n'est pas de la bienveillance, ce n'est pas de l'altruisme, ce n'est pas de l'empathie, ce n'est pas du bonheur au travail. Voilà, c'est vraiment un référentiel de qualité qui a été créé par Monsieur Lascou, donc, qui dirige aujourd'hui l'école de la médiation et la négociation, parce qu'en fait, ce monsieur, pendant 30 ans, il a travaillé dans les organisations et il s'est rendu compte, comme moi, qu'il était un peu sec sur les outils d'accompagnement à l'entente. Et il s'est mis à observer les mécanismes d'une relation. Et c'est là qu'il a remarqué, dans tous les conflits et dans toutes les dégradations de relations qu'il a pu observer, qu'au final, il y avait des invariants de la qualité relationnelle. Et donc, en ça, il a pu se dire que ça pouvait être une ingénierie, parce que systématiquement, quelles que soient les personnes, quel que soit l'âge, quel que soit le milieu, quel que soit le sujet, les relations s'améliorent et se dégradent exactement de la même façon. À plusieurs finalités dans les relations interpersonnelles, dans l'entente sociale, par exemple dans un service. Oui, vous m'entendez plus? Il y a eu un moment où on vous a plus entendu, ouais, mais ça va, Ah, pardon, c'est revenu. Sur le début de la diapo, en fait, d'accord. on vous a pas Ça entendu. va, je parle pas trop vite? Non, non, ça va. D'accord, ok. Donc en fait, les finalités de la qualité relationnelle, aussi bien les relations qu'on peut avoir avec des personnes en direct, à deux ou à trois ou à plusieurs, mais aussi au sein d'un service, ce que je suis en train de faire aujourd'hui dans un hôpital français. Ça peut être la résolution des conflits, ce qu'on a vu tout à l'heure, la promotion de l'altérité, ça on y reviendra tout à l'heure, ça c'est un point de vue assez philosophique, et puis d'une meilleure pratique de la citoyenneté, en effet, quand on apprend à être en qualité dans une relation, dans une relation de qualité, ça va aussi dans le sens d'un mieux vivre aussi plus global, plus politique. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi pour ce soir? J'ai été un petit peu voir qu'est-ce qui est écrit sur vous, quelle est votre profession, à quoi est-ce que vous êtes confronté aujourd'hui, quels sont vos enjeux. Alors, j'ai compris deux choses essentielles, évidemment. C'est que, bon, ça, je le vois déjà dans toutes les organisations que j'accompagne, c'est que dès que vous n'êtes pas là, c'est la Terre qui s'arrête de tourner, évidemment. Et puis, vous êtes peut-être la fonction, je pense que franchement que c'est peut-être vous qui êtes le plus exposé à la composante relationnelle de votre profession. Vous êtes toute la journée en interaction, en fait. Je me trompe peut-être que c'est plus ou moins selon les... Vous avez peut-être aussi des spécialités avec plus ou moins d'interaction, mais quand même, ça m'a l'air d'être une profession dont la qualité relationnelle peut vraiment vous intéresser. C'est pas faux. Alors, donc, du coup, voilà. Donc, je ne vais pas citer les rapports que j'ai pu lire, etc. C'est pas ça qui est intéressant ce soir. Mais j'étais assez, justement, dans les enjeux que j'ai pu identifier.
Euh, et dans les conclusions d'études que j'ai pu lire sur aujourd'hui, comment vous vous sentez, là où vous avez des difficultés, qu'est-ce que vous attendez, voilà, de quoi vous rêvez pour la suite, etc. Et il y avait des espèces d'injonctions comme ça qui vous étaient faites. Par exemple, demander un entretien individuel s'il ne voulait pas proposer pour évoluer, valoriser ce que vous avez fait et ce que vous faites pour pouvoir évoluer, prendre la parole en réunion pour monter votre pertinence, proposer, participer à des projets, déjeuner avec des personnes clés de l'organisation, signer les documents que vous produisiez, ainsi de suite, ainsi de suite. En gros, c'était vraiment l'injonction, c'était prenez votre place. En gros, c'est ce que j'ai compris, quoi. Et donc, en même temps, on peut s'imaginer aussi par rapport à ces injonctions de prendre sa place, que vous, ce qui peut ne pas être simple peut-être pour vous, mais c'est une hypothèse de ma part et on pourra en discuter après, hein, ce ne sont que des hypothèses là que je vous propose, que vous êtes à la fois en première ligne avec l'interne et l'externe, donc finalement vous êtes exposé à toutes les tensions, à toutes les humeurs, qu'elles soient positives ou négatives, de l'interne et de l'externe, donc voilà, c'est vous qui recevez, vous êtes le réceptacle, mesdames. Et puis, vous êtes une plateforme centrale, et ça, c'est avec Elodie, on en avait un petit peu parlé, où vous êtes chargé de recevoir des messages, donc il faut que vous les compreniez correctement et qu'ensuite vous sachiez les restituer aussi de la même manière que celui qui vous l'a adressé. Donc, c'est quand même, je trouve, une posture qui est extrêmement complexe, très intéressante, passionnante du reste, mais que du coup, pour vous, voilà, il y a un enjeu quand même de qualité relationnelle à la fois avec les autres, mais peut-être justement avec vous-même. C'est là où je me suis dit, il y a peut-être un truc à bosser sur à la fois votre posture première de service et puis tous ces enjeux-là que j'ai listés avant de soyez vous-même, prenez votre place, allez-y, faut tout défoncer. En gros, voilà. Euh, alors, pardon, ça. Et finalement, quand on regarde tout ça, ce qui rajoute une couche de complexité, c'est le côté un peu toujours entre deux. Vous êtes indispensable et en même temps, vous êtes quand même dans l'ombre. Vous connaissez énormément de choses officieuses et aussi officielles de l'organisation, mais il faut que vous soyez discrète. Vous pourriez avoir envie d'évoluer, mais si vous travaillez bien, il y a des chances que les personnes avec qui vous travaillez n'aient pas forcément envie que vous changiez de poste. Il vous est demandé de vous affirmer tout en sachant rester au service de l'autre avec respect, politesse, courtoisie, sens de l'accueil, tolérance et ainsi de suite. Donc, en gros, les attendus sur votre poste sont quand même assez conséquents. Et on peut imaginer, moi j'ai pu imaginer par rapport à la matière que je travaille aujourd'hui, que c'est peut-être pas si simple que ça pour vous d'être à la fois en posture de conseil, d'assistance, pardon, et en même temps d'affirmation de vous-même, alors que c'est ce qui vous est demandé. Alors, parce que surtout, du coup, cette posture, elle peut peut-être vous dire, peut-être que vous imaginez comme ça que vous pouvez avoir des difficultés à vous affirmer parce que pensez à vous en vous disant que les autres, voilà, c'est plus important de penser aux autres qu'à vous, c'est plus important de faire des choses pour les autres que pour vous. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui pourraient vous freiner. Je ne sais pas, vous me direz tout à l'heure, mais c'est un peu ce que j'ai comme ça, ce que j'ai perçu des échanges que je pouvais avoir et de ce que j'ai vu sur Internet. Mais la chose que je voulais vous dire ce soir, c'est que si c'est possible et ça se travaille. Alors, comment est-ce que ça peut se travailler? Moi, ce que je vous invite à faire, et du coup, si vous voulez, on pourra organiser une autre visio pour échanger là-dessus, c'est peut-être de faire un point sur vous-même déjà, toute seule dans votre petit coin, et de vous poser des questions là. Voilà. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans vos relations? Est-ce que vous vous sentez en tant qu'assistante? Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez l'impression que la relation est peut-être un peu déséquilibrée ou seulement avec certaines personnes ou d'une manière générale? Est-ce que vous osez les injonctions, là, toutes celles qu'on a lues tout à l'heure, là? Est-ce que vous oseriez? Est-ce que vous le faites, demander des entretiens? Est-ce que vous allez déjeuner avec des personnes clés de l'organisation? Est-ce que vous avez arrivé à parler de vous? Par exemple, vous dites là, il faudrait vraiment que je demande une augmentation, il faudrait ci, il faudrait ça, etc. Voilà. Est-ce que pour vous, finalement, faire droit à vos droits, justement, à ce dont vous avez envie, à votre souhait d'évolution, est-ce que ce sont des choses qui sont faciles pour vous? Ça, déjà, rien que ça. Et surtout, ce que je vous invite à faire, c'est, si vous ne le faites pas, si clairement c'est un problème pour vous, d'identifier en face de chaque sujet, ce serait quoi les conséquences pour vous si vous le faites? Qu'est-ce que vous imaginez qui se passerait
si jamais vous faites ces choses. Voilà, et parce que la qualité relationnelle, en fait, pouvoir s'affirmer, c'est avant tout l'histoire qu'on se raconte soi avec soi-même. Et c'est ça les relations. Le terme de relation, c'est les interactions des uns avec des gens entre eux. Mais quand on relation, Vous êtes c'est coupé. un récit. Et donc, Excusez-moi, en fait, Tiffaine, ça a été coupé. Votre dernière phrase a été coupée et je pense qu'elle est importante. d'accord. Excusez-moi. En fait, effectivement, c'est important parce que moi, j'ai vraiment tilté là-dessus. En fait, le terme de relation, les relations, ce sont les interactions que l'on a les uns avec les autres, mais c'est aussi, Ben, on ne l'aura pas, et cette phrase. c'est important. Comment? Ça marche pas encore? Ce sera un secret. C'est pas grave. Ce sera un secret. Bon, j'essaye une dernière fois et puis après, sinon, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. Ce que je disais, c'est que ce qui était important de comprendre dans les relations, il y a un petit sujet caché qui a toute son importance. C'est la somme des interactions qu'on peut avoir les uns avec les autres, mais c'est aussi étymologiquement, la relation, c'est un récit. Et en fait, si vous prenez le temps dans votre tête de faire un petit peu l'analyse de quelle est l'histoire que vous vous racontez chacune, de la relation que vous avez par exemple avec votre conjoint, avec votre meilleur ami, avec votre patron, avec votre collègue, vous allez voir qu'il y a une grosse part de fiction. Il y a vraiment une grosse part de fiction. J'ai trouvé ça absolument génial. Et, et ça a à voir avec ce qu'on va voir tout à l'heure sur les outils. Alors, comment on peut s'améliorer? Donc, en faisant un espèce de petit bilan personnel autocritique, et puis donc en utilisant les outils de la qualité relationnelle dont je vais vous exposer quelques-uns là tout de suite. Alors, avant d'aller directement sur les outils, je vais essayer de vous donner la substantifique moelle des mécanismes relationnels. Il y en a deux, c'est à la fois les composantes d'un conflit et les invariants de la dégradation d'une relation qui vous permettront d'avoir des points de repère à l'oreille et de vous dire là, c'est en train de chauffer, il va falloir faire quelque chose. Alors, les fondamentaux de la QR. Donc, ça, je ne sais pas si vous le savez, mais une relation, en fait, elle est composée de trois choses. Il y a une composante juridique, une composante technique et une composante émotionnelle. Vous, par exemple, vous êtes assistante, vous avez avec votre entreprise un composant juridique qui est le contrat de travail ou le contrat de prestation, si vous êtes à votre compte. Il y a la composante juridique, c'est la description de toutes les tâches qui vous engagent vis-à-vis de votre client ou de votre employeur. Et puis la composante émotionnelle, c'est tout ce qui est de ce que vous avez envie, pas envie, est-ce que vous êtes motivé, pas motivé, voilà. Et en fait, un conflit arrive quand la partie émotionnelle d'une relation, elle prend le dessus sur les deux autres composantes. Voilà, ça c'est un point de repère qui est fondamental parce qu'en fait, c'est à partir du moment où émotionnellement on ne gère plus la situation qu'il y a le conflit qui prend le dessus et on n'est plus capable de pouvoir raisonner, de pouvoir se poser autour d'une table. Le deuxième point fondamental, deuxième sorte de point de repère de la dégradation de la qualité relationnelle, c'est ce qu'on appelle les pics. Alors en plus, c'est marrant parce que c'est vrai que c'est très usuel dans le langage courant de dire « oh là là, lui, il est piquant ». Bah oui, certes, il est piquant, parce que les pics, pour nous, dans l'ingénierie relationnelle, il y a le P pour prêt d'intention, le I pour interprétation et le C pour contrainte. Évidemment, ces trois choses-là sont, quand on les analyse et quand on parle de dégradation de la qualité relationnelle, c'est négatif. Hein, parce que quand on est en confiance, on fait des interprétations positives de l'autre, on fait des prêts d'intention positifs par rapport à ce que l'autre pense, et on ne s'imagine pas qu'on est contraint, ou alors si on s'imagine, on se dit que c'est pour notre bien, par exemple. Donc en fait, les interprétations négatives, c'est tout ce que vous dites dans votre quotidien et plusieurs fois, voire même des dizaines de fois par jour, chacun dans notre tête, ça fuse de partout. Ça, c'est complètement con. Ça, c'est non. Moi, j'aurais jamais fait comme ça. Voilà, donc on juge, on critique, on insulte, on rabaisse, on méprise, on reproche, on dédaigne, on extrapole, on est arrogant. Voilà, tout ça, à partir du moment où vous avez ces connotations-là qui vous viennent, déjà, vous êtes dans ce pic-là de l'interprétation.
Parce que ça peut être vous qui le faites et ça peut être vous qui l'entendez de la part de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a les prêts d'intention. Alors là, vraiment, quand on parlait d'imagination tout à l'heure, là, on est en plein dedans. C'est-à-dire, qu'est-ce que je me raconte que l'autre a dans sa tête? De toute façon, il l'a fait exprès, c'est sûr, il m'en veut en fait. Bon, ça, c'est vraiment clairement un prêt d'intention. Bon, de toute façon, c'était mon anniversaire hier, il l'a oublié, tu vas voir ce que tu vas voir. Voilà, on imagine que l'autre a des intentions négatives par rapport à nous, ou nous, on fait aussi des prêts d'intention par rapport aux autres. Et puis, les contraintes, c'est se sentir, avoir l'impression d'avoir été obligé de faire quelque chose. Par exemple, l'autre jour, je discutais avec une personne qui était chez le médecin, elle voulait prendre des notes. Et puis le médecin lui a dit, mais non, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse connaissance d'abord, prenez des notes plus tard. Bon, elle s'est sentie contrainte. Alors, elle aurait pu très bien lui dire, non, monsieur, moi j'ai besoin de prendre des notes. Elle n'était pas obligée de le subir. Mais pour elle, que le médecin lui imposait, elle était obligée, mais en fait, c'était une invitation du médecin à ne pas le faire. Elle aurait très bien pu ne pas le faire. Elle aurait très bien pu continuer à prendre des notes ou alors de demander au médecin pourquoi c'est si important pour vous que je n'en prenne pas. Donc là, sur ces pics-là, ce qu'il faut savoir surtout, c'est que quand vous êtes dans n'importe quelle relation, ce qu'il faut vous dire comme point de repère, si vous avez qu'un pic sur les trois là, par exemple, vous êtes en relation avec une amie et puis elle vous a agacé un soir, voilà, c'est tout. Vous l'avez trouvée jugeante, je sais pas, elle a fait une réflexion sur votre enfant, j'en sais rien, quelque chose, ou votre patron, il a critiqué votre travail, voilà, mais c'est tout. Sinon, vous êtes bien, etc. Bon, ça, c'est un pic. La qualité de la relation est toujours là, mais il y a quand même un petit caillou dans la chaussure qui commence à arriver. Si vous avez deux pics, donc soit vous avez une interprétation négative ou un prêt d'intention négative sans la contrainte, ou deux autres, là déjà la relation se dégrade. Là, il y a déjà une forme de méfiance qui est en train de s'installer. Et là, moi, je dis, quand j'entends ça dans les entretiens individuels que je fais, là, par exemple, en ce moment à l'hôpital, quand j'entends les gens me parler de leurs relations et que dans ce qu'ils me disent, il y a au moins deux pics sur trois dans les relations qu'ils me décrivent, je me dis, oh là là, ça, c'est orange, ça va bientôt passer au rouge. Et quand vous avez les trois pics, vous pouvez être sûr que vous êtes dans un conflit. C'est invariant, ça, ce que j'ai dit tout à l'heure, le terme d'invariant de la dégradation de la qualité relationnelle. Là, vous êtes sûr que vous y êtes. Trois pics, c'est sûr, il y a conflit. Donc, il y a l'émotion qui prend le dessus éventuellement. Et si ça ne se produit pas maintenant, le conflit, si ça ne sort pas, de toute manière, à un moment donné ou à un autre, ça sortira s'il n'y a rien qui est fait. Alors, donc, un petit exercice que je vous propose de faire là pendant quelques minutes, 5 minutes. Je ne sais pas si vous voyez bien la phrase qui est écrite en rouge. Et je vous propose de trier ce que vous pouvez imaginer qui est comme pic dans ces phrases. Il est 19h05, je vous laisse 5 minutes pour essayer de décortiquer les phrases là. Donc, vous êtes à votre poste un matin, il y a un manager avec qui vous travaillez qui se pointe devant vous, et il vous hurle dessus. Et il vous dit, je voulais vous dire que je ne suis pas du tout content, vous avez rendu les documents en retard, c'est inadmissible. Qu'est-ce que vous faites dans ce service de secrétariat? C'est juste pas possible, vous voulez me pourrir la vie ou quoi? Et ne me dites pas que vous avez une bonne excuse. Donc, voilà, je vous laisse quelques petites minutes réfléchir et regarder c'est quoi les pics là-dedans. Et je vous les ai remis, les trois pics, en bas de la slide. De quoi, Tiffany? C'est bon pour toi? Tu pourrais nous dire un peu quels sont les pics de ces phrases? Sur moi. C'est pas sympa, je sais. Ouais, mais je n'ai pas fini ma copie. Hein. Non, mais vas-y, tu sais, si tu veux pas le faire, il n'y a pas de souci. Alors, les trois pics. Sur l'interprétation jugeante négative, j'aurais tendance à dire le fait qu'il exprime que c'est inadmissible, que le droit à l'erreur n'existe pas et que du coup, il est insatisfait et que c'est impensable. D'accord. Ensuite, le prêt d'intention, c'est un peu ça que j'ai du mal à exprimer. Donc, je vais d'abord passer à la contrainte. Oui. La contrainte, pour moi, ce serait effectivement, il impose
même pas, puisqu'il exprime en disant ne me dites pas que vous avez une bonne excuse. Donc voilà, Exactement. comme s'il mettait un point final, il n'y a pas de discussion en fait. Exactement. Trait d'intention négative, Moi, je dirais, c'est vous voulez me pourrir la vie ou quoi? Exactement. Il lui ah, bah, prête l'intention de lui pourrir la vie? Il fait une supposition? Exactement. Tout bon. Voilà, donc finalement, c'est assez simple comme point de repère, hein. C'est des choses qu'on entend toute la journée. Donc effectivement, déjà, il y a évidemment le non-verbal, hein, le ton qui est fort, il est limite en train de crier le gars. Il exprime un état émotionnel qui est quand même négatif, il n'est pas content. Il fait un reproche de ne pas avoir rempli l'engagement de délai de renvoi du document, donc ça, c'est un jugement. Il remet en cause votre compétence d'une manière générale. Qu'est-ce que vous faites dans le service de secrétariat? Ça, c'est un jugement. Il sous-entend que vous le faites exprès. Vous voulez me pourrir la vie, donc près d'intention négative, comme disait Noël. Et comme tu disais très justement, Elodie, en fait, il anticipe une réponse de votre part et la rejette d'office. Donc déjà, il bloque l'échange possible et donc il contraint. Donc là, vous pouvez être sûr que là, c'est conflit max. Il y a les 3 pics dans une seule phrase. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous avez quelqu'un qui vient vous dire ce genre de choses. Bon, là, j'ai extrapolé évidemment pour le côté pédagogique, entre guillemets, et de faire passer un peu les messages de manière un peu grossière. Mais évidemment, quand on est le problème dans ce cas-là, et on est tous pareils, c'est que quand on est piqué, on est tenté de piquer, évidemment, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait qu'on fasse. Et là, on peut se dire, non mais pour qui il se prend celui-là? Si seulement il avait conscience de la complexité de mon document, il me demanderait, il n'a même pas compris ce que lui-même m'avait demandé de faire. C'est ça d'être trop gentil, après on se fait bouffer. Ras-le-bol d'esprit pour une imbécile, etc., etc. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle en, 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 en médiation ce qu'on appelle la surenchère. Et du coup, on est tous tentés de répondre en gros de 3 manières différentes. Ce qu'on appelle, nous, quand il y a un conflit, on dit qu'il y a des conflits qui sont en adversité, des issues aux conflits qui sont en adversité. Donc vous en avez 3, des issues en adversité qui sont de toute façon pas constructives et dans lesquelles on tombe tous. Donc en gros, vous allez être tenté de dominer la situation, donc de répondre le mal par le mal. Donc en gros, vous pouvez très bien vous aussi l'insulter, ou vous lui dire ça va pas, donc de le juger, de faire exactement la même chose que ce qu'il fait. Ça, c'est une issue en adversité qui ne va rien arranger du tout. Il y a une deuxième issue possible qui est un invariant aussi, c'est de vous résigner. Vous vous dites, bon, bah, de toute façon, il faut que je serre les dents. C'est mon travail, c'est comme ça, je suis assistante, je dois tout encaisser, etc., etc. Donc ça, que ce soit le métier d'assistante ou pas, on peut se dire ce genre de choses tout le temps dans notre vie en disant, bah, c'est comme ça, il faut accepter, il faut faire avec. Donc ça, c'est la résignation. C'est pareil, ça ne donne absolument rien de bon. Et puis la troisième mission d'adversité qui donne rien de bon non plus, bah, c'est de se mettre en retrait. Vous le laissez vous gueuler dessus, vous écrasez, vous avez peur que, vous vous dites non, bah, ou alors carrément vous dites, bon bah alors là, c'est le pompon, je me mets en arrêt maladie demain, je vais voir mon doc, et puis il va me mettre en arrêt maladie. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui se passe, c'est que moi, l'année dernière, je me rappelle très bien de mon médecin traitant me dire, quand je lui ai parlé de la qualité rationnelle, dès que tu t'installes, tu me donnes ta carte, parce que moi, j'en ai marre de mettre des gens en arrêt, non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils n'en peuvent plus de leurs collègues, de leurs chefs, etc. Donc il y a vraiment un gros problème à ce niveau-là. Donc voilà, les 3 issues du conflit en adversité, c'est vous voulez dominer, vous vous résignez ou vous fuyez. Bah, dans les 3 cas, ça ne va pas arranger ni ses affaires à lui, ni vos affaires, sans compter tous les regrets que vous allez pouvoir nourrir. Parce qu'après, on se refait le film 20 fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a été tartiflette, on aurait dû dire ça. Vous l'avez insulté à votre tour, bah alors là, vous avez peur, du coup, vous nourrissez une peur que ça vous retombe dessus, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais évidemment, ces 3 issues, c'est les issues les plus faciles, les plus courantes, et celles qu'on a finalement, on n'a pas appris à réagir autrement que comme ça. Donc, comment est-ce que vous pourriez réagir différemment? Et bien déjà, c'est ça la grande difficulté de la pratique de la qualité relationnelle, c'est de changer de posture. En gros, le plus important, et c'est ça le plus difficile, c'est de se dire l'autre est maladroit. C'est pas que l'autre a envie de me juger et me juge, c'est pas que l'autre me prête des mauvaises intentions, c'est pas que l'autre veut me contraindre,
C'est qu'en fait, à l'instant T, au moment où il est venu, il s'est pointé devant moi, le gars, avec son expérience, son moment de vie, etc., il n'a pas pu faire autrement parce qu'il n'avait pas la ressource pour gérer différemment cette émotion qui l'a envahi et qui l'a provoqué et qui l'a mis dans le conflit. Et ça, c'est le plus dur, c'est ce qu'on appelle, nous, passer de l'adversité, donc les 3 issues que je vous ai expliquées avant, à l'altérité. En gros, comment est-ce qu'à n'importe quel moment de sa vie, on prend l'autre exactement là où il en est au moment où il est devant nous. Et bien ça, c'est très, très difficile, mais si c'est pas possible finalement de faire de la qualité relationnelle si on ne fait pas ça. Donc c'est déjà ça. Et donc, il y a cette posture d'altérité, elle se travaille de 2 manières différentes. Elle se travaille à la fois dans la tête, et peut-être le travail le plus important, et elle se travaille dans les outils qu'on va voir juste après. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Moi, alors, je vais passer assez rapidement sur les paradigmes de pensée. Si ça vous intéresse, on pourra y revenir parce que c'est quand même quelque chose de très important, mais en 1 heure, je ne pouvais pas tout aborder. Donc, j'ai fait le choix de ne pas trop m'appesantir là-dessus. En gros, quand vous avez un conflit, vous allez être tenté d'avoir des points de repère pour pouvoir les résoudre. D'accord? Les points de repère qu'on a appris depuis qu'on est petit, en gros, c'est 3 paradigmes. Soit vous faites référence à la morale, vous vous dites non, ça c'est bien, ça c'est mal, d'accord? Soit vous faites référence au légal, là tu as le droit ou tu n'as pas le droit de le faire. Soit vous faites référence au normal, ça c'est normal ou ça c'est pas normal. On est tous comme ça, on est tous en train de se dire non mais là la fille là c'est complètement de faire. Bon ça c'est moral, voilà. Ou alors, oh là là, c'est bizarre ça, bon ça c'est normal. Ou alors, mais elle n'a pas le droit de le faire, ça, c'est pas possible. Donc ça, c'est du légal. Si vous voulez développer la qualité relationnelle, il faut vous sortir de ces 3 choses-là. Et c'est extrêmement difficile. Donc là, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais en tout cas, c'est une des clés possibles de changement de paradigme dans la tête. Et puis, ce qu'on disait tout à l'heure, la deuxième chose qui est essentielle, qui est peut-être un peu plus accessible et peut-être qui vous permet de finalement balayer le fait de chasser les 3 paradigmes, peut-être que ce serait suffisant, c'est de vous dire, bah, l'autre, en fait, c'est même pas qu'il m'en veut, qu'il fait exprès, ou voilà, c'est qu'il est maladroit parce qu'il n'a pas appris, tout comme moi, à être en relation. On n'a pas appris à être en relation. À l'école, on nous apprend parfois, bah voilà, il t'a mis un coup, bah, tu lui en fous un deuxième, ou bah, tu te défends. Voilà, on n'a pas appris à dire à l'autre, en fait, tu me trouves un peu gourde, tu pourrais peut-être m'expliquer quels sont les faits qui te montrent que je suis gourde. Voilà, au lieu de ça, on va lui dire, mais pauvre connard, moi je suis une gourde, toi t'es un con, quoi. Voilà, c'est un peu ce qu'on apprend finalement, c'est un peu la société dans laquelle on baigne. Alors que nous, dans notre posture de médiateur et donc de développement de l'entente, et peut-être que vous pourriez avoir envie aussi de vous y mettre, c'est d'accueillir l'autre comme il est et aller tirer le fil de ce qu'il vit au moment où il vous le présente. Donc moi, pour finir cette petite visio, j'ai 3 outils qui sont assez simples à mettre en pratique. Bon, le 3e un peu moins. Moi, j'ai fait 1, 2, 1, c'est bien. Donc c'est 1, 2, 3. Donc le merci, ça c'est le plus facile et le plus difficile, j'ai envie de dire. Quand quelqu'un vient vous voir et qu'il est agressif, vous pouvez tout de suite le remercier. Vous lui dites, face à l'agressivité, je vous remercie d'énoncer aussi clairement votre colère. Faites l'exercice, vous allez voir, c'est impressionnant parce que l'autre, du coup, il s'arrête net. Vous le remerciez. En fait, il ne s'agit pas de remercier les gens du contenu de ce qu'ils vont vous dire, de finalement oser exprimer qu'elle donne la possibilité à vous de pouvoir l'aider. Finalement, c'est en gros, merci, tu n'as pas fui, exprime les choses, bon, certes maladroitement, mais du coup, moi, en face de toi, qui ne suis peut-être pas dans le même état émotionnel que toi, je vais peut-être pouvoir t'aider. Donc, face à un propos divergent, et ça, clairement, par exemple, je ne sais pas, mais vous n'êtes pas du tout d'accord avec quelqu'un, et là, vous le remerciez quand même, parce que c'est quand même enrichissant. Vous pouvez vous dire, bah, tiens, l'autre, il a son autre histoire, il a une autre manière de dire les choses. Je vous remercie de me faire part de votre point de vue. Donc l'autre, il va se sentir reconnu, il va se sentir à sa place, il va se sentir accueilli, ça va lui faire du bien. Et là, ça peut être les prémices déjà d'une qualité de la relation qui s'installe positivement. Et puis, face à une critique, clairement, votre patron ou votre collègue, il vient vous voir et il vous dit, bah, écoute, moi, ton document, franchement, je le trouve comme ci, comme ci, comme ça, je le trouve mal fait.
Et là, vous le regardez et vous dites, je te remercie de me dire franchement ce que tu penses. Et là, c'est pareil, c'est net et précis. Et la personne en face de vous, vous m'entendez plus là, hello? Si, si. Voilà, donc le merci, c'est quand quelqu'un est énervé, il va déjà être extrêmement scotché, il faut vraiment le tenter, hein. Il va être scotché, il ne s'y attendra pas du tout, et donc du coup, ça va le casser dans son élan de colère. Il va se sentir entendu, donc déjà, oula, quelqu'un qui me reconnaît dans l'état dans lequel je suis sans m'agresser à son tour, c'est énorme. Donc déjà, voilà, il va se calmer, voilà. Donc ça, c'est un premier petit outil qui est très facile, mais en même temps qui est extrêmement compliqué parce que c'est pas du tout, c'est complètement contre nature, quoi, on va dire. Ensuite, il y a la reconnaissance. La reconnaissance, donc ça, c'est un mot très important pour nous, médiateurs, qui a à voir avec notre posture d'haltérocentrage. En fait, pour vraiment être dans une bonne qualité avec quelqu'un, c'est déjà de l'accueillir, donc de le reconnaître dans ce qu'il est. Et la reconnaissance dans ce qu'il est, c'est sur 3 points de vue, sur trois axes. Il y a la légitimité de point de vue, donc les gens, la manière dont leur référentiel de pensée, leur point de repère, etc. Donc ça, c'est de les reconnaître dans la façon dont ils ont de réfléchir. La reconnaissance de la légitimité d'intention centrée sur soi, ça veut dire que les gens, ce qu'ils font, ce n'est pas contre les autres, c'est pour eux. En général, même quand ils font les choses mal, ils s'imaginent, eux, que ce qu'ils vont faire, ça va être bien pour eux. Parce que c'est eux la priorité et c'est non pas de blesser ou de faire quelque chose à l'autre, c'est moi, comment dans cette situation, je vais me sortir de ça le mieux possible. C'est comme ça. Et la reconnaissance de la maladresse. Eh bien oui, par exemple, quelqu'un qui vous explique qu'il s'y est mal pris, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, et ben vous le reconnaissez, bah oui, tu aurais bien aimé que ça ait cet effet-là, mais en fait, bah voilà, ça s'est pas passé comme tu aurais voulu. Et du coup, il y a eu telle conséquence. Vous voyez, vous tirez le fil de ce que l'autre est en train de vous dire. Et si vous reconnaissez sa façon de réfléchir, sa façon de ressentir et sa façon d'agir, parce que c'est les 3 axes, hein, en gros, c'est réfléchir, ressentir et agir. Là, c'est point de vue, intention et maladresse. Déjà, la personne, elle va se sentir reconnue dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait et dans ce qu'elle réfléchit. Et puis, le troisième outil, et après, je laisserai la place à la discussion si vous avez des questions et envie d'échanger. C'est un outil qui est assez sophistiqué, on va dire, mais qui est vraiment d'une puissance inouïe. Ça s'appelle le FCR. Le FCR, F pour fait, conséquence, R pour ressenti et C pour conséquence, le FCR. Donc, on a vu tout à l'heure, ce qui dégrade une relation, c'est les pics, hein, donc les jugements, les prêts d'intention et les contraintes. L'idée ici, c'est d'aller transformer ces 3 pics en FCR. Donc, vous allez sortir des interprétations. Quand quelqu'un va vous faire une critique, vous allez le faire. Bon, ça, vous le faites peut-être naturellement. Par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit franchement, je suis très énervée, il a mal fait son job, etc. Bon, il faut tirer. Ah bon, mais alors, qu'est-ce qui te permet de faire ça? À quel moment? Sur quel sujet? Sur quel support? Voilà, quelqu'un qui juge, il faut le ramener sur les faits pour l'aider lui-même à clarifier sa pensée. Les contraintes, quelqu'un qui se sent dans la contrainte, il faut aller chercher chez lui quelles sont les conséquences que la chose a eues sur lui. Et enfin, les prêts d'intention, il faut transformer ça en ressenti. Les gens qui font des prêts d'intention, en général, c'est qu'ils ne sont pas bien. Donc, il faut aller identifier leur ressenti. Et donc, quand vous allez tout décrire en FCR, vous allez vraiment vous obliger à n'être que dans la réalité pour que les faits et les conséquences ne soient que des faits. Le fait, c'est un fait et la conséquence, c'est aussi un fait, mais c'est relié au fait premier et ça a une conséquence, et le ressenti est à sa place. Alors, pour vous donner un exemple, hein, qu'on va reboucler tout à l'heure, parce que peut-être que là, je suis un petit peu trop théorique, c'est possible, hein, excusez-moi si c'est le cas. Donc, on reprend un exemple, l'exemple de tout à l'heure. Comment est-ce qu'on peut le transformer en FCR? Là, on va imaginer dans notre exemple qu'en fait, le gars qui se pointe et qui vous dit que vous lui avez rendu des documents en retard, dans la vraie histoire là qu'on peut imaginer, c'est que vous vous étiez mis d'accord avec la personne pour envoyer le jour où vous l'avez envoyé, c'était le bon jour où lequel vous êtes mis d'accord que vous allez lui envoyer.
Donc, en fait, le fait, ce serait, donc, vous avez reçu les documents mardi, comme nous en avions convenu. Vous pouvez vérifier vos mails, d'accord? Vous l'avez envoyé finalement, les documents, il vous dit que vous l'avez rendu en retard, mais finalement, vous savez que non, vous ne l'avez pas rendu en retard et que vous avez un fait, c'est le mail. Donc, c'est quelque chose qui prouve le retard. Donc, ça ne peut pas être, c'est vrai, c'est un mail, c'est un jour, c'est une date. Et la conséquence pour lui, mais par contre, vous lui parlez à lui, donc vous tirez son fil à lui. Vous avez reçu les documents mardi, comme vous en aviez convenu, vous pouvez revoir ce mail. Conséquence pour lui, vous n'avez pas pu utiliser les documents que je vous ai envoyés que mardi, parce que vous en auriez eu besoin avant. Et du coup, ça vous a mis en retard. Et vous avez dû travailler cette semaine en plus. Et donc, le ressenti, vous êtes fatigué, peut-être que vous vous en voulez de ne pas avoir planning qui aurait été bon pour vous. Voilà, donc là, vous recentrez la diatribe là en rouge qui vous a sorti, et donc vous l'aidez à revenir sur des faits et les conséquences que ça a sur lui en isolant la partie ressentie. Et là, vous pouvez être sûr que le gars, vous allez pouvoir l'aider à clarifier sa pensée et à descendre émotionnellement. Bon, après, voilà, c'est un exercice qui n'est pas forcément facile, mais ça, voilà, si vous voulez le mettre en pratique, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Par exemple, moi, je l'ai mis à contribution, cet exercice, il n'y a pas très longtemps. Dans l'ancien cabinet de conseil où je travaillais, il y avait un client historique du cabinet, donc ça faisait 10 ou 15 ans qu'il travaillait avec le cabinet dans lequel je travaillais, et les relations s'étaient fortement dégradées l'année dernière. Et j'ai proposé donc aux dirigeants du cabinet où je travaillais, je leur ai dit, bon, cette relation est importante pour vous. Oui, elle est importante. Vous n'avez pas envie que ça s'arrête, les relations? Bah non. Bon, bah, il va falloir faire quelque chose. Et donc, du coup, je leur ai proposé de faire un diagnostic de la relation via cet outil. Donc, en fait, j'ai fait des allers-retours en demandant aux clients de me raconter ce qui n'allait pas et de reboucler la boucle avec le cabinet où je travaillais. Et ainsi de suite, en faisant des allers-retours comme ça, en revenant sur les faits de part et d'autre, sur tous les sujets de discorde, eh ben, ils ont réussi à se mettre d'accord sur des faits et des conséquences des faits en mettant de côté ce que ça a provoqué chez eux comme émotion. Et du coup, ce qui a été bien, c'est qu'on a pu identifier de manière complètement rationnelle et partagée les choses qui n'allaient pas bien et les choses qui allaient bien. Et du coup, de partir de ces constats réels pour pouvoir se dire, bah, dorénavant, comme il y a eu telle conséquence, eh ben, on va travailler d'une autre manière et on s'entend sur la manière dont on va travailler. Voilà en gros les 3 outils qui pourraient vous être utiles. Et si je peux rajouter un ou deux petits, mais qui sont pour moi assez logiques, mais finalement que les gens peut-être parfois n'osent pas forcément. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un vous parle, à l'oreille, ça ne va pas en fait. Il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous dérange. Assurez-vous déjà d'avoir bien compris ce que la personne vous a dit. Vous faites une hypothèse. En fait, ce que tu me dis, c'est que je m'y suis mal prise dans la présentation de je ne sais pas quoi. Ah mais non, mais pas du tout. Donc voilà, vous faites, à partir du moment où quelque chose, vous entendez dans votre oreille quelque chose qui vous chatouille, mais négativement, il faut oser revenir sur ce que la personne vous a dit et pour exprimer avec des hypothèses sa pensée. Est-ce que ce que ça voulait dire, c'est ça? Et là, vous allez vous rendre compte que souvent, en fait, on fait des interprétations à la lumière de ses propres blessures. Donc ça, je vais finir là-dessus, mais c'est un sujet que je n'ai pas pu aborder ce soir parce qu'on n'a pas le temps. En gros, n'est piqué que celui qui est piquable. Donc, il y a le conflit qui est dehors avec les gens, mais il y a le conflit en soi. C'est-à-dire que si vous avez zéro conflit en vous, vous n'avez aucun conflit à l'extérieur. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire, par exemple, je ne sais pas moi, Élodie, peut-être qu'elle peut être sensible sur des sujets sur lesquels je ne suis pas, et inversement, moi, je peux être sensible sur des sujets sur lesquels Élodie, par exemple, ne l'est pas. Pourquoi? Parce que moi et Élodie, on a chacune un historique de relations où il y a des relations, des choses justement où on est sorti en adversité, on a fui la relation, etc. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a résolu le problème de la relation. Donc, on garde en soi des traces de relations qui nous ont fait mal ou qui nous ont contrariés, qui nous ont blessés. Et donc, les conflits qu'on rencontre à l'instant T sont aussi des révélateurs des conflits plus anciens. Et c'est aussi pour ça que quand on travaille sa qualité relationnelle, souvent, on travaille son histoire et tous les regrets, toute la rancœur, toute la rancune qu'on a pu garder et qui peuvent rejaillir du coup à n'importe quel autre conflit
du moment, ou conflit, ou dégradation relationnelle, ou voilà. Donc, il est 28, j'ai tenu mon heure. Je vous remercie. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis, maintenant, on peut échanger avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez le temps. Voilà. Si, il y a la demi-heure de prévu pour. Après, est-ce que certaines ont des questions? En tout cas, tout le monde vous remercie. A priori, ça a bien plu. Donc, et l'analyse du métier a été pertinente, en tout cas. Donc, c'était plutôt bien vu. Eh ben, merci à vous. C'était pour moi l'occasion d'apprendre et puis de faire ma première visio. C'est pas évident, mais une fois qu'on y est, ça va. Alors, est-ce que vous avez des Il y a pas questions? de- Pour l'instant, pas de questions. C'est tellement Moi, j'en ai. clair. C'est vrai que c'est assez clair. Moi, j'ai quand même trouvé que sur le FCR, c'était assez proche de la communication non violente, même si vous dites que c'est pas la même chose. Ça reste, on part des faits dans la communication non violente pour se rapprocher de tout ça. Oui. Pour des, C'est quelque chose que vous pratiquez, la CNV? ouais, bah, j'essaye. Oui. C'est pareil, on essaye, on n'arrive pas à tout le temps. On n'arrive pas à tout, sinon on n'aurait pas besoin Ouais. de Moi, ces je connais pas présences. bien. Je connais pas bien. Ouais. Si, on part des faits pour après arriver justement à l'expression du sentiment et du besoin. Ouais. Ouais, c'est une technique aussi qui est hyper intéressante. Bon, après, c'est pas obligatoirement ce qu'il y a de plus utile au travail, mais bon. Alors attendez, je regarde, je vois une question. Est-ce qu'on pourra avoir la présentation en PDF? Oui. Ok. Alors, par contre, si ça vous gêne pas, dans cette présentation-là, il y avait tout un tas de notes en dessous. Je voulais pas forcément Ah que non, ça mais vous circule. mettez le PDF, Ouais. les notes, il y a pas, quand vous l'enregistrez en PDF, il n'y a pas les notes. Si vous D'accord, enregistrez ok. que les diapositives. Je vais l'enregistrer en PDF, puis je vous le renvoie. Oui, pas de problème. D'accord, ok. Avec plaisir. Voilà. Donc, il y a une personne qui précise que les idées clés renvoient aux accords Toltec. Je confirme aussi, j'utilise les accords Toltec, évidemment. Mais en fait, on retrouve effectivement, plein de liens avec le développement personnel. Donc, Oui, forcément. c'est sûr que pour nos métiers qui sont des métiers ultra liés aux relations et interrelationnelles, c'est des pistes qui sont très utiles. Ouais. Manager qui va vous faire la même remarque que celle que vous avez eue en exemple, mais devant plein de collaborateurs. Comment vous réagissez? Parce que quand vous êtes en face à face, c'est facile de réagir. Enfin, vos outils, je trouve, ils sont utiles, mais quand vous êtes devant 4 ou 5 autres collègues, c'est peut-être plus délicat d'utiliser ces outils-là, non? Pas Est-ce que forcément, parce que justement, ces outils, est-ce qu'il n'y a pas un oui. risque qu'ils le prennent comme du cynisme ou de l'ironie? Alors, justement, ça, c'est une très bonne remarque, Noël, c'est-à-dire il faut faire aussi attention à la manière dont on parle, donc tout le non-verbal. Si vous avez, mais parce que justement, si vous campez cette posture d'altérité, que vous vous dites dans votre tête, parce que c'est pour ça que j'ai commencé, il y a les outils qu'on peut actionner à l'extérieur de soi, mais il y a d'abord dans sa tête faire tout ce travail de se dire l'autre ne fait pas exprès pour m'emmerder, il est maladroit parce qu'il n'a pas appris, tout comme moi je peux être maladroite et j'ai pas appris. Donc déjà, ça baisse d'un cran quand même. Si vous vous dites, bah, le gars, il a dit ça devant tout le monde, il est maladroit. C'est pas la même chose que de dire, il est en train de m'humilier devant tout le monde, il le fait exprès. Oui, non, non, d'accord. Et du coup, Mais non, mais j'entends Noël, hein, oui, c'est oui, très, non, non, très non, mais dur. c'est pour ça que je vous Ouais, pose la question, parce que même si on le pense, après, ouais, on sait jamais ce que pense l'autre, en fait. exactement. Et ben Donc, ça, vous pouvez lui dire. S'il vous fait une remarque devant tout le monde, vous pouvez très bien lui dire, mais ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être ça, ça, ça. Et donc, vous lui faites une hypothèse. Et là, le fait que vous soyez campé et que juste vous tirez le fil de ce qu'il dit.
Donc, finalement, vous ne parlez pas de vous. Donc, vous avez aucun risque, vous ne prenez aucun risque d'être jugeante ou d'être contraignante ou d'avoir un prêt d'intention, puisque vous tirez le fil de ce que lui vient de dire. Et si vous essayez de comprendre en tirant ce qu'il dit, mais en restant le plus neutre factuel, thèse, vous n'avez aucun risque qu'il le prenne mal. Éventuellement, il sera déstabilisé. Éventuellement. Ça, c'est sûr, peut-être. Il sera surpris. Mais il ne va pas vous en vouloir de justement avoir tiré le fil de ce que lui-même était en train de dire. Surtout qu'en plus, il y aura des témoins là pour le coup, en plus. Donc, mais il faut essayer tout ça. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est comme vous disiez pour le merci, pour la légitimité, oui, ce que tu penses, c'est ça, ça, ça. Et là, par exemple, je ne sais pas si vous avez un exemple précis du coup, Noël, peut-être que Non, vous non, en non, avez. c'est juste par rapport à la question. C'est qu'en fait, enfin, ma question était, est-ce que ça marche quand on est en face à face et est-ce que ça marche quand on est en groupe, en fait? Parce que quand on est assistante, on peut être assistante de direction et être simplement effectivement en binôme, mais on peut être assistante d'équipe et les mêmes remarques peuvent nous arriver ou on peut être en groupe, en fait. Oui, Et du coup, quand on est en groupe, ou maintenant on est amené à travailler en open space, et voilà, si on se prend une remarque désagréable devant un groupe, est-ce que la qualité, enfin, est-ce qu'on peut réagir de la même façon? Est-ce que les outils fonctionnent de la même manière? En fait, oui, c'est ça que je veux dire, oui, c'est parce que du coup, la relation n'est pas la même quand il y a des témoins. Enfin, tout à fait. est-ce que la présence de témoins ne fausse pas la qualité relationnelle? C'était ma question en fait. Bah oui, c'est une très bonne question. Franchement, je pense pas. Parce que justement, c'est quelque part, c'est un. S'il commence à parler de ça comme ça, dans la situation, il n'y a aucune raison de ne rien dire. Alors, ça dépend. Soit vous le faire en direct, soit après, et vous le faites. Vous êtes en altérité, et là, vous n'allez pas l'agresser, vous allez essayer de comprendre ce qui se passe. C'est pas du tout la même chose. Mais vous pouvez le faire après. Mais pour moi, de le faire dans l'instant, justement, ça devrait pouvoir être une habitude au fur et à mesure. Mais c'est vrai que c'est un gros travail. Mais moi, maintenant, je le fais systématiquement. Quand j'entends quelque chose qui me fourche à l'oreille, qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas de monde, je fais revenir sur le sujet. Là, on prise de conscience, on s'arrête un instant sur ce qui vient d'être dit et on essaye de détricoter de manière factuelle et hypothétique ce qui est en train d'arriver. Et je pense que la personne, là, effectivement, on n'est pas du tout habitué. Donc, moi, je vois bien comment c'est déstabilisant. Mais c'est déstabilisant parfois dans le côté positif parce que, vous savez, les gens, parfois, ils disent des choses, ils n'ont même pas conscience que ce qu'ils viennent de dire, c'est piquant. Et donc, Oui, non, mais déjà, ouais, c'est sûr. voilà, donc déjà, Noël, si vous voulez Enfin, ce qu'on appelle, nous, c'est en juste des médiation, de questions la parce que comme il y restitution en de a pas, sens. il y en a pas, Ah je oui, pose, je, vous essayez de me poser des questions pour faire durer le plaisir. non, mais c'est parce que en fait, on travaille de plus en plus en open space et je pense que c'est des questions que peut-être les gens n'osent pas poser. Oui, Et oui, voilà, mais voilà. mais c'est une très bonne question et franchement, là, c'est hyper important. C'est aussi des axes que j'ai pas abordés ce soir parce que j'ai pas le temps, mais l'ingénierie de la qualité relationnelle, il y a une encyclopédie qui fait 400 pages. Voilà, donc J'imagine que c'est vraiment, ça s'étudie pas en une heure. c'est ça. Et donc j'ai essayé de choisir les choses qui pourraient être utiles pour votre quotidien d'après ce que j'ai compris de ce que vous vivez. Mais en fait, on n'est pas toujours conscient de l'effet que ça a quand on parle sur la réception de l'autre. Ah ben c'est Et vous sûr. pouvez imaginer que, par exemple, tiens, t'as vu ce qu'il m'a dit? Ah bon, mais quoi, il t'a dit quoi? Bah t'as entendu, t'étais là. Ah non, de quoi tu parles? Eh ben il m'a dit ça, ça, il a dit ça, ça, c'est quand même inadmissible. Bah non, moi je l'ai pas du tout pris comme ça. C'est pas du tout ce qu'il a voulu dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que déjà à la réception d'une information, des personnes qui sont autour d'une table n'auront pas forcément la même manière d'interpréter, d'analyser et de comprendre ce qui vient de leur être dit. Par contre, puisque la remarque vous est adressée à vous, éventuellement Noël, si on se met Oui, dans dans mon cet cas. exemple-là, si vous lui restituez tout de suite la manière dont vous venez de prendre l'information et vous lui faites une hypothèse, est-ce que ce que je comprends, c'est bien ça? Est-ce que ce que vous me dites, c'est bien ce que je traduire?
il y aura ni plus ni moins éventuellement une reformulation, hein, comme ça vous ne prenez pas de risque du tout, vous reformulez ce qu'il vous a dit, et il va peut-être même « Oh là là, pas du tout, excusez-moi, je dis pas du tout ce que j'avais envie de vous dire ». Ça peut être vraiment, souvent, les gens sont extrêmement maladroits. Moi, la première, parfois, on ne se rend pas du tout compte de ce qu'on vient de dire. Et que l'autre nous dise, et donc en fait, moi, c'est ce que j'appelle le management contributif. Vous permettez à l'autre de se rendre compte de l'impact de sa communication sur vous. Et donc en ça, vous êtes vraiment dans une relation d'entente, puisque vous lui faites, entre guillemets, ce cadeau de lui restituer le sens que vous venez de vous entendre. Et donc, il va pouvoir s'ajuster, il va pouvoir nuancer, il va pouvoir rectifier, vous dire et s'excuser ou de préciser ce qu'il a voulu vous dire. Mais pourquoi vous me dites ça? C'est gratuit un peu quand même, j'ai pas fait ça. Si, vous avez fait ça. Et hop, vous tirez le fil et vous allez voir que si vous allez revenir avec lui sur le factuel, eh ben, à un moment donné, il y a de fortes chances que vous mettiez d'accord sur ce qui vient de se passer. Et du coup, la médiation, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus? Ah oui, c'est très net. Déjà parce que c'est une obligation légale. Donc, pour tout le civil, typiquement, les conflits de voisinage, etc. Et puis alors, pour le divorce aussi, ça se développe énormément parce qu'il y a un engorgement des tribunaux. Il y a parce que c'est exorbitant, les médiateurs. Un divorce, quand il était traité par un médiateur, n'a pas besoin d'être rouvert parce que justement la partie émotionnelle avait été discutée et donc finalement résolue. Parce que quand les gens divorcent et qu'ils reviennent devant le tribunal, en général, la partie technique, l'indemnité compensatoire, toutes ces choses un peu techniques, souvent derrière tout ça, c'est l'émotionnel qui n'a pas été ni résolu, qui sont quand même d'être ensemble pendant 20 ans. Du jour au lendemain, il y en a un qui se barre et on va devant le tribunal et on ne se reparle plus jamais de notre relation. Que quand on est avec un médiateur, on prend le temps de revenir sur sa relation, on prend le temps de se dire des choses, voilà, c'est ce qui paraît complètement évident. Tandis que quand on passe devant un juge, le juge, il va trancher. C'est lui qui va dire le bien, le mal, ce qui est normal, pas normal, ce qui est légal, pas légal. Pouf, et vous allez repartir chez vous. Vous aurez été complètement... Déjà, vous n'aurez pas pu reparler à votre conjoint éventuellement si ça a été terminé le conflit. Et puis, vous allez déposséder de votre capacité à prendre une décision pour vous. Et donc, la médiation se développe sur l'aspect judiciaire. Et puis aussi, je vous dis, de plus en plus dans les grandes organisations, avec tous les référentiels qui se développent, etc., la place de la relation devient centrale. Et notamment donc, dans les établissements de soins, où il y a énormément de conflits, notamment post-Covid, là, entre les gens, et que c'est vraiment la guerre, hein, dans certains services, c'est très compliqué. Et ben, il y a une obligation maintenant de la haute autorité de santé de mettre en place des dispositifs d'entente, finalement, donc de conciliation, de médiation, au sein des établissements. Et ça se développe aussi beaucoup dans le scolaire. Il y a de plus en plus de médiateurs qui interviennent avec le harcèlement à l'école, tous les problèmes donc, de dégradation de la relation avec les réseaux sociaux. Vous parliez tout à l'heure d'open space, mais il y a l'open space et l'extrême opposé qui n'est pas mieux en termes de qualité relationnelle, c'est le tout bureau full unique. remote. Ah oui, Voilà, oui. le tout visio, ça peut être catastrophique sur la qualité relationnelle. C'est vrai aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas tant le fait que la médiation se développe que le conflit se développe. Et donc, du coup, voilà, il y a la ressource chez le médiateur. Mais bon, c'est pas encore, on va dire, c'est le début. C'est vraiment le début et il y a tellement de choses à faire encore. On tombe encore sur des dirigeants qui nous disent que les problèmes relationnels, c'est des problèmes de bonnes femmes. Hein, ça va se résoudre tout seul. Elles ont leurs règles et puis voilà. Il y a des petites choses comme ça encore, hein, très très profondément ancrées. Hein. C'est des femmes. Alors que les mecs, ils ne se rendent pas compte qu'ils perdent des 1000 et des 100 tous les ans parce qu'ils ne veulent pas voir que c'est un vrai sujet. Ils ne sont pas capables, ils n'ont pas appris à voir. Du coup, Oui, voilà, il ils faut sont limités. non, les mecs, ils ont besoin de chiffres. Il faut chiffrer. Malheureusement, génération, je pense. j'avais trouvé un chiffre là,
Non, j'ai mais quand, oublié quand, de quand tu dire. arrives et quand tu leur dis, mais quand on perd tant d'argent sur du recrutement parce que tu fais, enfin, t'as tant de turnover et que les gens s'en vont et que ça coûte tant, et ben là, ça y est, ils commencent à réfléchir, à se dire peut-être qu'il faut qu'on garde les gens Eh ben, plus exactement. longtemps. Il faut juste arriver avec des chiffres, en fait. Et là, C'est ça. Être factuel, toujours. Et, c'est ben, ça. et tu sais que là, l'Institut Opinionway, là, ils se sont spécialisés sur un observatoire du conflit au travail. C'était un chiffre qu'il a dit hier. Les conflits au travail coûtent chaque année 152 milliards d'euros de coûts salariales aux entreprises. 152 milliards d'euros de conflits au 152 travail milliards. dans, Bonne dans le référence, monde pardon. Là, c'était au niveau européen. européen. Donc, 152 si tu milliards veux, d'euros. En avant, alors. bon, C'est juste énorme. ça nous en laisse en France quand même, hein. C'est énorme, c'est énorme et voilà. Enfin, toujours est-il qu'effectivement, on arrive avec des chiffres, c'est malheureux à dire, mais voilà, mettre l'humain au cœur de sa société, ce qui nous rabâche tout le temps, tout le monde en ce moment, dans toutes les organisations, enfin, ça commencerait déjà par là, hein. C'est de former tous les gens à la qualité relationnelle. International, QVT, etc. Il y a une question. Vous réussissez toujours à résoudre les conflits où certaines personnes ne veulent pas prendre conscience de leurs problèmes relationnels? Bonne question, Michael. Eh ben, il y a surtout beaucoup de gens qui ne... Oui, c'est une question. Excusez-moi, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui doit lire une question? Non, c'est une question qui a été posée Ah, dans le d'accord. chat. Allez-y. Alors, effectivement, déjà, la grande difficulté, c'est que par une personne est en conflit avec une autre personne, donc elle est motivée. Et donc après, nous, en tant que médiateur, on doit appeler l'autre personne. Et vous imaginez que parfois l'autre personne n'est même pas au courant qu'elle est en conflit avec l'autre personne. Bon, je rigole, hein, mais c'est des cas qui arrivent. Bon, souvent quand même, ils sont au courant. Et l'idée, c'est quand même d'aller les emmener sur et venir en médiation. C'est la partie la plus difficile. On n'y arrive pas à tous les coups, hein. Il y en a, ils sont tellement blessés que c'est même pas la peine. Et on n'y arrive pas, quoi. C'est bon, bah là, c'est le talent du médiateur entre guillemets, j'ai envie de dire, mais pas que. C'est aussi la personne, où est-ce qu'elle en est dans sa vie à ce moment-là, est-ce qu'elle a le temps, est-ce qu'elle a aussi l'argent, parce qu'il y a aussi ça qui compte quand même. Parfois, c'est pris en charge par celui qui appelle le médiateur et il propose de prendre en charge toute la médiation. Parfois, il propose que ce soit moitié-moitié. Et parfois, il y a des gens, ils disent, mais ça va pas, j'ai pas payé un... J'aurais pas de chiffres à vous donner, j'en ai pas. Franchement, j'en ai pas, parce qu'en plus, dans le cadre de la médiation, je ne sais pas s'il y a un seul organisme qui référence chaque année le nombre de médiations qu'il peut y avoir, parce que déjà, nous, on est des différentes chapelles, hein, il n'y a pas qu'une sorte de médiation, il y a plusieurs courants de médiation en France, donc peut-être qu'il faudrait avoir des chiffres de chaque courant. Mais en gros, ça tourne, les médiations, la réussite, pour nous, une réussite, c'est quand les gens se sont mis d'accord, ou alors qu'il n'y a plus de conflit. Par exemple, on peut faire en gros souvent un processus de médiation. C'est quand il y a deux personnes en conflit, hein. Ça, c'est le classique parce qu'il peut y avoir tout un service entier en conflit. Là, si on part de l'exemple simple, deux personnes en conflit, il y a un entretien individuel avec chaque personne et après, il y a une réunion ou deux collectives. Voilà. Et là, pour nous, une médiation qui est réussie, ça peut être on fait un seul entretien individuel avec une des deux personnes, et bien quelquefois, ça réussit à ce qu'il n'y ait plus de conflit. Parfois, on passe 2, 3 heures avec une seule personne. Elle sort de là en lui disant bah, tiens, ça y est, j'ai compris. Elle appelle d'elle-même l'autre personne, elles se boivent un café, elles discutent, c'est bon, il n'y a plus de sujet. C'est juste que ça a été suffisant, on est allé suffisamment loin pour qu'il y en ait une qui fasse le boulot, en gros. Ou alors sinon, bah, elles se sont mises d'accord. Et ça, on n'a pas développé tout à l'heure parce que ce n'était pas le sujet, la médiation en tant que telle. Il y a 3 issues quand il y a un conflit. Première issue, c'est on reprend la relation telle qu'elle était parce qu'on s'est suffisamment parlé pour se dire qu'il y avait plein de quiproquos. Bon, ça y est, maintenant ça c'est clair. On s'est mis d'accord et on reprend la relation comme elle était. C'était pas si catastrophique que ça au final. Deuxième issue, c'est l'aménagement de la relation. Bon, bah, on continue, mais il y a ça, ça, ça et ça qu'on va mettre en place pour que ça fonctionne. Et on s'est mis d'accord sur ce ça, 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 ça. Et la troisième, Ah, on n'entend pas la les troisième. gens
arrêtent de travailler ensemble. Et la troisième, c'est les gens se séparent. C'est la sortie de la relation, mais elle est réussie, cette sortie, parce qu'elle est choisie par les deux personnes. Voilà. Mais là, je ne pourrais pas vous dire, il y a des gens qui disent que c'est 7 fois sur 10 que ça réussit, d'autres c'est 8 fois sur 10. Mais en gros, dans les chiffres que j'ai, c'est quand même beaucoup plus que la moitié. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Mais le plus gros du travail, c'est que les gens viennent. Parce que finalement, assez rapidement, en entretien individuel, ils se rendent compte de ce qu'on disait tout à l'heure, toute l'histoire qu'on se raconte tout seul dans notre coin, très très fort de dégradation de la relation. On s'imagine plein de choses que l'autre pense, que l'autre vit, que l'autre imagine, tout le temps, et nous-mêmes on se trompe tout le temps. Et donc il y a vraiment des personnes, ça va très très vite. Elles comprennent très vite leur part d'imaginaire et la part d'imaginaire qu'elles peuvent prêter à l'autre, et ça va assez vite. Mais parfois c'est plus compliqué. Et notamment quand c'est plusieurs, un service entier par exemple, bah là, c'est compliqué parce que, par exemple, je sais pas moi, un service de 10 ou 20 personnes qui sont en conflit, bon, bah, ce n'est pas les 20 personnes qui sont en conflit en réalité. En réalité, il faut aller, ce qu'on appelle, nous, on fait au début une cartographie relationnelle où on essaye de voir quelles sont les personnes concernées. Pour nous, les personnes concernées par un conflit, c'est celles qui sont un peu éclaboussées, les personnes indirectes, qui ont pris part, qui se sont dit qu'il fallait qu'elles défendent ci, qu'elles défendent ça, mais finalement, le conflit d'origine, elles ne sont pas dedans. Et les personnes impliquées, donc là c'est le noyau du conflit, et c'est elles véritablement qui sont porteuses du conflit. Et c'est elles qu'il faut trouver dans ce magma de qualité relationnelle dégradée. Il faut essayer d'aller trouver l'épicentre, en gros, des personnes où vraiment il y a le conflit. Et merci Noël en tout cas pour toutes ces questions. Mais non, mais c'est intéressant. Alors nous, on n'est pas médiatrice, mais on en écoute beaucoup des conflits et on essaye de les désamorcer avant qu'ils arrivent. Ouais. Bah, vous avez un rôle clé de toute façon hein, d'équilibre relationnel. On essaye, mais on n'a pas la formation pour. Donc, il nous manque un petit peu de billes, mais on essaye. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on peut limiter? Il y a une question, oui, dans le j'en ai pas vu. chat. Alors, est-ce que tu peux la retrouver? Parce que du coup, moi, j'ai pas vu. J'ai vu beaucoup de merci. Bravo pour votre métier, tellement indispensable en effet. Est-il envisagé d'intégrer certaines notions en milieu, puisque comme vous le disiez, nous n'avons pas appris à répondre dans l'altérité. Voilà. Ok. Est-ce que j'ai pas compris du coup, pardon? Est-il envisagé d'intégrer certaines notions de médiation en milieu scolaire puisque nous n'avons pas appris à répondre dans l'altérité? Il faudra intégrer tellement de choses dans le milieu scolaire. Exactement. En fait, il faudrait revoir. Moi, je pense vraiment, mais je pense qu'on part des métiers qu'il faudrait un référentiel éducatif de base des enseignements fondamentaux qu'il faudrait transmettre à nos enfants. Et en effet, on a une commission à l'école et à la chambre, une commission éducation qui travaille précisément sur ces questions, parce que ce qui est génial avec les enfants, c'est qu'alors eux, ils n'ont pas du tout les paradigmes là dont on parlait tout à l'heure, le légal, le normal, le moral, ils s'en foutent complètement, ils ne sont pas là-dedans les petits, ils n'ont pas encore été formatés, donc ils vont vite, ils vont très 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 vite les enfants. Donc c'est vrai que c'est un gros sujet. Moi, à titre personnel, je ne suis pas engagée sur ces sujets-là pour l'instant, mais c'est vrai qu'avec mes enfants, j'essaye de pratiquer ça. Mais c'est effectivement, c'est des sujets qui sont portés actuellement par la commission. Puis après, c'est un peu du lobbying. Hein. Il y a des gens à la Chambre là, qui sont spécialisés pour aller voir des députés, voilà, pour faire des formations, pour influencer sur telle ou telle intervention, mais même déjà auprès des maîtres, j'ai envie de vous dire, auprès des l'IEFM. Je ne sais pas si ça s'appelle quand même encore comme ça. Ouais, je ne sais pas. Mais c'est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que nous, en tant que parents, on a des référentiels d'autorité qui sont en train de changer. On en parle tous, hein, les parents aujourd'hui. Comment est-ce que finalement on met un cadre sans être dans des référentiels qu'on avait nous quand on était petits et dont on ne veut pas forcément? Et ben, faut se dire que les profs, c'est exactement pareil. Ils ont les mêmes problématiques que nous. C'est-à-dire, comment on fait pour qu'il y ait quand même un certain cadre, mais un cadre qui est choisi, hein, qui est librement choisi peut-être, mais en tout cas qui est construit et qui est là pour pouvoir apprendre. Voilà comment on fait avec des ados qui sont tout le temps sur leur téléphone,
bon, bah, c'est la même chose à la maison au final. Et c'est des vraies questions aujourd'hui. Comment on est en relation? En fait, comment les métiers, entre guillemets, ou les postures d'autorité, entre guillemets, une autorité au sens, on a une compétence, on a une posture, on est parent, on est prof, on est gendarme, on est directeur d'entreprise, on est manager. Tous les métiers, finalement, entre guillemets, d'autorité, en tout cas de cette posture-là de mener quelque chose, de diriger quelque chose. Comment on fait dans les attentes d'aujourd'hui où les gens veulent de l'horizontalité, de la transparence, on voit bien, hein, les enjeux aussi de marque employeur aujourd'hui. Les salariés, ils n'ont plus envie qu'on les traite comme des gosses, où on leur dit tu fais ça et puis tu n'as même pas besoin de comprendre pourquoi je te demande de faire ça, tu le fais. C'est une caricature, mais il y en a encore quand même beaucoup où c'est comme ça. Et ben, donc voilà, cette question par rapport à l'éducation et à nos enfants, c'est une question qui se pose partout. Et c'est un sacré sujet, c'est vraiment un sacré sujet. C'est clair. Et la qualité relationnelle permet en partie d'y répondre. Il y a quand même des choses, une fois qu'on a maîtrisé les outils, on peut très bien se dire que c'est nous qui prenons forcément les décisions, mais par contre, on peut se mettre dans une position dans la relation où on est entendu, on est reconnu. Mais on sait que ce n'est pas forcément nous qui allons prendre les décisions. Ça ne veut pas dire, quand il y a qualité relationnelle et égalité des gens dans une relation, qu'il y a le même pouvoir décisionnel. Ça, ce n'est pas forcément évident à intégrer, mais c'est une réalité. Un salarié aujourd'hui, on ne peut pas non plus lui faire tout décider, ce n'est pas possible. Par contre, de l'entendre dans ce qu'il a à dire et lui de le dire de la bonne façon pour que ce soit entendu, ça, c'est un axe fort de développement. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, finalement, ils se barrent de leur entreprise, non pas forcément parce qu'ils n'aiment plus leur boulot, hein, mais parce qu'ils ne se sentent pas reconnus, parce qu'ils n'échangent pas, parce que voilà, il y a quelque chose qui fait que leur existence n'est pas comme ils veulent. Mais c'est de plus en plus, hein. Oui, c'est partout. Mm. Mais même dans nos couples, dans notre vie, dans notre famille, c'est partout aujourd'hui. Le Mais désir de reconnaissance, dans l'entreprise encore plus. Franchement, là, enfin, moi, je ouais, le vois, quand vous embauchez les jeunes, ils vous disent enfin, ils vous le disent, hein, moi, si ça me plaît pas, je me barre, hein. oui, et oui. C'est vraiment, Ouais. on n'a pas, nous, enfin, en tout cas, moi, de ma génération, c'est pas cette mentalité-là qu'on a. C'est plus Non. difficile, c'est un cheminement qui est plus difficile pour moi quand je les entends dire ça. Oui, parce que finalement, peut-être que vous ne savez pas trop comment réagir par rapport à ça. Non, c'est parce que c'est plus compliqué pour moi. Moi, quand je vais dans une entreprise, enfin, il y a une implication qui est plus importante pour moi que pour eux. C'est juste un boulot, quoi. Oui, Alors que pour moi, c'est un peu plus. oui. Ouais, ouais, mais après, il faut trouver les leviers, en fait. Mm. Cette génération-là, j'aime pas généraliser, mais peut-être qu'il y a des leviers à trouver. Et c'est la réflexion aujourd'hui de tous ceux qui se cassent la tête sur la marque employeur et les leviers d'attractivité des boîtes. Ils se cassent la tête là-dessus, hein, mais parce qu'un jeune, aujourd'hui, il a pas, voilà, il y a la notion de durée, du temps, le rapport au temps. C'est pas la même. Du coup, comment on fait pour composer, pour trouver des solutions qui satisfont tout le monde là-dedans? Peut-être qu'il y aura des entreprises aujourd'hui avec des gens qui auront envie dès le départ de s'impliquer et peut-être qu'il va y avoir aussi tu vois, des strates Ah oui, avec oui. une espèce de cercle comme ça concentrique avec plusieurs couches où il y aura des degrés d'implication de plus en plus forts si tu te rapproches du noyau. Enfin, je sais pas, on peut imaginer beaucoup de choses là par rapport à prospective et travail. Il y a plein de choses à imaginer, mais effectivement, cette non-engagement pose question, quoi. Ah bah, c'est sûr. Mais ça joue aussi de la qualité relationnelle parce que c'est les entreprises qui ont généré ça, en fait. Oui, eh ben oui. Mais parce Mm. qu'aussi, elles, il faut que dans leur façon de communiquer avec leurs salariés, il y a plein de choses qui doivent changer. Et les référentiels d'autorité et tout ce qu'ils s'imaginent qu'ils doivent faire ou pas faire, il faut revoir tout ça. Et c'est surtout que maintenant, il faut qu'ils s'imaginent qu'ils ne sont plus les seuls à décider. Que c'est comme un marché, en fait, qu'il y a l'offre et la demande, et que si on ne répond pas aux besoins de la demande, eh ben, la demande s'en va ailleurs, hein.
C'est un peu de la consommation vu comme ça, mais n'empêche que voilà, c'est là, hein, c'est vrai, des vrais sujets, quoi. Il y a les grandes boîtes, là, vous avez vu le discours des jeunes, là, à AgroParisTech, c'était énorme. C'est énorme, ce discours. On peut en dire ce qu'on veut, mais ça annonce des changements, je pense, moi, j'étais à la fois hyper heureuse de voir ça, cette jeunesse très engagée, et en même temps, je me suis dit, mais ça ne va pas pouvoir se faire aussi vite, là, tout ce monde idéal dont on rêve. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts avant qu'on en arrive à des choses un peu, peut-être plus harmonieuses d'une manière générale. Est-ce qu'ils vont avoir la patience de tout changer et de faire brique par brique? De toute façon, moi, je vois bien, là, il y a eu les présidentielles, le sondage de l'IFOP, 1 jeune sur 5 était prêt à passer par la violence si il y avait des choses qui ne leur plaisaient pas en termes d'élection. Bah, c'est flippant un peu. C'est une nouvelle génération. Voilà. Eh ben, merci à vous. Eh ben, sur ce, en tout cas, merci beaucoup, Tiffaine. C'était très intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on se libère toutes? Non, pas de questions. Pas d'autres questions. Eh ben, merci à toutes les deux. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Et à bientôt peut-être. À bientôt pour une deuxième édition et plus de précisions. Avec plaisir, Tiffaine. Merci. Eh ben, vous me dites, ce sera avec grand plaisir. Au revoir Merci. à tous. Au revoir. Merci, bonne soirée. Bonne